Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Merci à CCFI d'avoir organisé ce Business Forum virtuel au vu de la crise actuelle. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir. Je suis donc Faiza Ashkar, pilote de la Team France Export, donc pour accompagner les sociétés françaises sur le marché marocain et responsable France de la Chambre française de commerce et industrie du Maroc. Je vais co-animer ce webinaire avec le président du Club Santé que je remercie chaleureusement, Monsieur Pierre Benham, qui est également directeur général de Pierre Fabre et qui du coup va m'accompagner pendant tout au long de ce webinaire. Je remercie également nos intervenants qui ont accepté d'intervenir sur le secteur et qui vont vous partager leur expertise, leur témoignage sur ce qui se passe au niveau de la santé au Maroc. Tout d'abord, Ali Benradia, directeur commercial santé chez Air Liquide Maroc. Madame Sophia Yassine, business développeur et marketing chez Mustang Workwear, une belle société marocaine que vous allez découvrir tout à l'heure. Et Monsieur Mehdi Barakad, qui travaille chez Senior Manager. Merci à tous, en tout cas, pour votre présence. Merci aux auditeurs d'être présents avec nous. Et sans plus tarder, je vais lancer effectivement une petite présentation de l'activité du secteur marocain de la santé qui va vous permettre de mieux cerner et comprendre ce qui se passe en ce moment et les opportunités que cela peut offrir aux entreprises françaises que vous êtes. Alors, je ne sais pas si les slides passent. Ça marchait il y a quelques instants. Hop. Ça marche, on le voit. Ah, ok, super. Parfait. Donc, très rapidement, une petite présentation générale du marché marocain pour vous donner le cadre général. Donc, le Maroc, c'est 35 millions d'habitants. C'est un taux de croissance à fin 2019 de 2,5%. C'est un pays dynamique qui a connu ces dernières années plutôt une moyenne à 5%, mais avec une fluctuation puisque le secteur agricole est encore assez important. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est un secteur qui est effectivement, c'est un pays dont l'environnement des affaires est important et s'améliore d'année en année pour atteindre la 53e place du classement Doing Business. C'est un pays qui a une position géographique stratégique, puisque à la confluence de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie, ce qui lui confère effectivement un positionnement géostratégique important avec une ouverture sur le commerce international, des accords de libre-échange nombreux qui ont été signés par le pays, par le Maroc, notamment avec l'Union européenne, qui vous concerne plus principalement, puisqu'il y a du coup exonération des droits de douane, mais avec d'autres pays comme la Turquie, les États-Unis, les pays du Moyen-Orient, ou encore la CEDEAO sur laquelle on travaille très durement ces dernières années pour l'avoir intégré avec l'Union africaine. Alors, la présence française est importante puisque c'est le premier partenaire commercial du pays. C'est aussi un marché où les Français sont les premiers investisseurs directs à l'étranger. C'est les premiers clients du Maroc et le deuxième fournisseur du pays après l'Espagne depuis 2012. Alors, un cadre réglementaire qui est positif, qui est de plus en plus favorable aux investissements étrangers. Un certain nombre de pays s'installent au Maroc de par son dynamisme et ses opportunités nombreuses qu'elle importe. Il y a aussi eu une amélioration vraiment de l'environnement des affaires par les réformes qui ont été mises en place par le gouvernement, que ce soit au niveau des marchés publics, que ce soit au niveau de la douane. Tout est quasiment dématérialisé, donc ce qui confère effectivement une assurance, en tout cas une facilité pour le commerce international avec le Maroc. Je ne reparle pas du positionnement de la France. De nombreuses sociétés françaises sont présentes au Maroc. On en dénombre plus de 1200. Quasiment toutes les entreprises françaises du CAC 40 sont également présentes et qui emploient donc près de 80 000 personnes sur le territoire.
Quelques indicateurs économiques, donc assez positifs, puisque c'est un pays qui ne connaît quasiment pas d'inflation. Donc, pour vous, en tant qu'entité française, c'est assez rassurant d'être dans un pays où il y a une réelle stabilité monétaire. C'est un pays aussi où la jeunesse est présente, plus de 60% de la population a moins de 34 ans. Donc, ce qui est assez intéressant, effectivement, quand on est dans une activité professionnelle. C'est un pays beaucoup porté par des investissements publics. On le verra encore tout à l'heure dans le plan santé 2020-2025 que je vais vous présenter. Effectivement, l'investissement public est important et effectivement, le Maroc est un chantier à ciel ouvert. Une croissance, je vous l'ai dit, positive depuis plus de 20 ans, avec une petite fluctuation de quelques points due au secteur agricole, mais qui reste cependant bien au-dessus de ce qu'on pourrait connaître dans d'autres pays. Donc, pour parler plus principalement du secteur de la santé, quelques indicateurs clés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, le budget est encore en deçà des recommandations de l'OMS. Cependant, c'est un budget qui est en forte augmentation ces dernières années. Encore de 2019 à 2020, on est passé à plus de 14%, ce qui confère et ce qui montre que le gouvernement marocain appuie et en tout cas s'investit de plus en plus dans ce secteur qui est primordial pour le développement économique et social du pays. Tous les bailleurs de fonds sont présents aussi sur le Maroc, sur ce secteur-là, ce qui confère aussi un capital confiance important pour les entreprises, puisque l'AFD, la BEI, un certain nombre de pays, des fonds des pays du Golfe aussi sont présents avec des dons, avec des subventions, avec des prêts bonifiés. Donc, vous avez effectivement tout intérêt aussi de vous rapprocher de ces bailleurs de fonds pour vous appuyer dans le financement de vos projets au Maroc. Quelques chiffres clés encore dans l'industrie pharmaceutique, puisque c'est une industrie montante au Maroc avec quasiment 80% des besoins nationaux qui sont couverts du coup par cette industrie. Je n'en parlerai pas plus puisque nous avons la chance d'avoir la société Pierre Fabre avec M. Benham, donc, qui en parlera tout à l'heure. Les infrastructures de santé aussi, qui est encore bien en deçà de ce qu'il faudrait avoir, d'où le plan santé qui va permettre une accélération majeure ces 5 prochaines années dans le développement des infrastructures de santé, que ce soit au niveau des CHU, mais aussi des cliniques privées. Donc, plus concrètement, le plan santé 2025, comme tous les autres secteurs du pays, on a la chance d'avoir effectivement une vision stratégique au Maroc, que ce soit au niveau industriel ou agricole et autres. Et donc, la santé a aussi son propre plan stratégique qu'on appelle le plan santé 2025, qui se repose sur 3 piliers majeurs, qui est le développement de l'offre de soins, l'amélioration de la gouvernance et le renforcement des programmes nationaux de santé au Maroc. Donc, c'est un budget de plus de 2 milliards d'euros, donc conséquent pour le pays et qui devrait en tout cas s'accélérer encore plus avec cette crise Covid que nous avons tous connue. Donc, pour aller un petit peu plus dans ce plan santé, donc dans la partie développement de l'offre de soins, on verra qu'effectivement, c'est notamment l'accès aux soins qui va être privilégié, puisque seulement près de 60% de la population au jour d'aujourd'hui est couvert au Maroc. On souhaite atteindre dans ces 2 prochaines années 90% de la population et évidemment, avant 2025, 100% de la population. C'est aussi l'offre hospitalière, évidemment, puisque elle est encore peu suffisante par rapport à la population. Donc, il y a vraiment cet objectif de créer un CHU par région, mais aussi d'autres hôpitaux régionaux, provinciaux, pour être plus proche de la population. Le deuxième pilier, évidemment, on parlait de l'amélioration de la gouvernance. Donc, c'est beaucoup plus de collaboration entre le ministère de la Santé, les acteurs publics, privés, les fameux PPP, dont on verra un petit peu plus tard. Toute la partie, effectivement, rationalisation des coûts des marchés publics. Et enfin, le renforcement des programmes nationaux de santé, avec notamment le lancement d'un programme de lutte contre l'hépatite C, mais pas seulement, il y a aussi un plan cancer. Donc, voilà, vraiment des sous-filières, on va dire, à l'intérieur des grands programmes nationaux, mais aussi accompagné par toute la stratégie qui a été mise en place pour la formation continue du personnel soignant. Donc, à très court terme, c'est du recrutement qu'il va y avoir au niveau du personnel soignant, plus de 4000 postes entre 2020 et 2022, une augmentation très forte de la capacité litière, avec plus de 10 000 lits qui devraient voir le jour ces prochains mois, ces prochaines années,
un développement de l'e-santé, hein, qui est aussi un axe stratégique majeur, et on va en entendre parler tout à l'heure avec Mehdi, mais effectivement, où c'est l'axe stratégique du gouvernement d'accompagner cette stratégie du plan santé avec la digitalisation. Le renforcement de la santé, du coup, en milieu rural, j'en ai parlé tout à l'heure, avec un accès aux soins et une proximité avec la population. Alors, tout ça là, effectivement, confère et donne des belles opportunités pour les sociétés françaises que vous êtes, hein, que ce soit au niveau, donc, je le disais tout à l'heure, du développement de l'offre de soins avec des possibilités d'investissement forts que vous pouvez avoir, puisque l'État est très ouvert à des partenariats publics-privés. Donc, avec des investissements publics, mais en opérant avec des opérateurs privés que vous êtes. Dans toute la partie construction, rénovation des hôpitaux aussi, hein, puisque vous l'avez vu, il y a une grande volonté d'offrir plus d'infrastructures sur tout le territoire marocain. Donc là encore, ça va permettre à des architectes, à des ingénieurs français, ou en tout cas tous ceux qui travaillent dans les équipements, de pouvoir se positionner sur cette offre qui va devenir importante, et qui l'est déjà, hein, puisque les constructions ont démarré et vont encore s'accélérer. Transfert de technologie, évidemment, hein, dans le secteur des dispositifs médicaux, qui est un secteur d'importation, hein, puisque le Maroc importe encore près de 90% de ces dispositifs médicaux. Mais aussi un secteur sensible qui est la gestion des déchets médicaux, qu'il faut effectivement, enfin là où il faut encore des expertises pointues, et là encore on espère que l'offre française, et en tout cas on estime que l'offre française et l'expertise française peut avoir toute sa place. Dans le pilier 2 de l'amélioration de la gouvernance, des opportunités importantes dans les conseils en gestion, on le verra tout à l'heure, mais effectivement, le ministère se dote et s'entoure de cabinets internationaux, d'institutions importantes pour se réformer et pour effectivement avoir un système de santé efficient et résilient. La digitalisation, j'en parle pas trop, puisqu'on va en entendre parler tout à l'heure par notre témoin. Et enfin, dans le pilier 3, dans le renforcement des programmes nationaux de santé, là encore, l'expertise française que dans la recherche, il y a déjà des coopérations qui s'opèrent, hein, entre l'INSERM, entre plusieurs instituts français et marocains, est un réel atout, puisque déjà, il n'y a pas la barrière de la langue, il y a effectivement une formation commune dans la médecine, donc effectivement, toute la partie R&D va être aussi un axe stratégique majeur, et la France a vraiment toute sa part dans ce secteur-là. Et la formation professionnelle continue pour le personnel soignant. Donc, très rapidement, vous parlez de ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Effectivement, hein, comme tout le monde, le Maroc a été touché par la crise Covid. Moins fortement, on a eu cette chance qu'effectivement, le gouvernement a mis en place des mesures très anticipatives, très restrictives, puisqu'il a fermé ses frontières très tôt. Il a instauré le confinement total très rapidement, quasiment en même temps que la France. Il a aussi mis en place un couvre-feu. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, ça a été pris très au sérieux, mais de manière très anticipative, et ce qui nous a permis au jour d'aujourd'hui d'avoir un des taux de mortalité les plus bas au Maroc. Et puisqu'au jour d'aujourd'hui, nous en sommes à 214, ou entre 214 et 220 personnes décédées, malheureusement, mais on pourrait dire seulement par rapport à ce qu'on peut avoir vu dans le reste du monde. Alors, il y a aussi effectivement eu cette opportunité, et en tout cas, le secteur a pu rebondir. On l'a vu dans la presse marocaine, mais aussi internationale. La Fondation de recherche, par exemple, et de développement marocaine, Maskir, a pu développer un kit de diagnostic pendant cette crise. On a aussi créé des réanimateurs made in Morocco. On a boosté notre industrie textile et notre industrie de la santé sur toute la partie production de masques. En tout cas, voilà, on a pu montrer effectivement que le Maroc pouvait être très réactif. En tout cas, il a montré qu'il était très réactif, et on espère qu'effectivement, cette image va jouir et va profiter à son commerce international. Donc, des mesures de soutien, évidemment, ont été mises en place, hein, que ce soit pour les entreprises, pour les particuliers, pour amoindrir le choc, le choc financier et l'impact financier de cette crise. Et encore beaucoup de choses à faire, évidemment,
pour renforcer en tout cas l'impact. En tout cas, la volonté est réelle, elle est bien là. Le gouvernement, les autorités ont exprimé leur volonté très, très forte de renforcer les capacités de production nationale suite à la crise. La pandémie aussi, c'est ce que je vous disais, a permis le développement d'une industrie du masque réutilisable en tissu, plus de 56 millions d'unités par semaine. Donc, on a pu réexporter en Europe et là encore, on a un témoin aujourd'hui qui pourra nous expliquer comment ça s'est déroulé. On a lancé les respirateurs artificiels 100% made in Morocco. J'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, on a aussi eu toujours et encore le capital confiance des bailleurs de fonds de l'Union européenne qui a été très présente aussi pendant cette crise et qui a continué à nous soutenir et qui vise encore à accompagner les efforts des autorités dans cette lutte contre la pandémie avec effectivement des prêts. La Banque mondiale également qui a aussi soutenu avec un prêt de plus de 43 millions d'euros. Donc voilà, donc sans plus tarder, effectivement, je laisse la parole à Pierre Benham qui va continuer à animer ce webinaire. Merci de votre attention. Merci Faiza. Si vous pouvez juste arrêter le partage de l'écran. Merci beaucoup pour cette présentation qui j'allais dire, qui montre de façon très synthétique et très dynamique, mais justement un pays dans lequel la santé représente une véritable opportunité. Alors on va le voir au cours des présentations. On a voulu illustrer au travers de différents exemples, à la fois pour parler d'infrastructures, pour parler de digitalisation qui accompagne le plan 2025, également d'entreprises à la fois dans la fabrication de masques et de matériel médical. Et puis, je témoignerai sur la partie pharmaceutique. Peut-être une dimension qui n'a pas été présentée dans votre présentation, c'est celle de l'export également. Alors, je sais qu'on s'adresse à des sociétés françaises qui souhaitent avoir des activités avec le Maroc ou s'implanter au Maroc, mais il y a cette dimension qui est intéressante, me semble-t-il, où le Maroc peut représenter une plateforme de réexport d'ailleurs vers notamment l'Afrique. Et pour preuve de cette internationalisation du pays, le fait que le Maroc ait rejoint l'Union africaine et tissé de façon de plus en plus intense avec les pays africains, des relations à la fois officielles mais également commerciales. Et puis aussi, j'allais dire, ce que révèle cette crise de Covid, c'est qu'on va devoir rapatrier un certain nombre d'activités qui étaient très lointaines vers l'Europe. Et quand je dis vers l'Europe, c'est le Maroc, et j'allais dire, est un prolongement de l'Europe et en toute proximité, à quelques kilomètres seulement. Et donc, ça peut représenter également une opportunité de proximité pour certaines entreprises et certaines de vos industries. Donc, voilà. Donc, sans plus attendre, ces 4 témoignages vont être très pratiques, j'espère, vont bien illustrer la dynamique du marché. Et en tout premier lieu, je suis content d'accueillir mon ami Ali Benradia, qui est directeur commercial chez Air Liquide sur la branche santé. Et Ali, si tu veux bien, c'est de parler en fait des gaz médicaux. On connaît Air Liquide sur sa diversité d'activités, mais les gaz médicaux sont une partie très importante et qui ont été là aussi mis complètement en exergue dans la crise Covid. Vous savez que sur les systèmes notamment de respirateurs, l'oxygène particulièrement a été important. Et donc, alors c'est pas pour parler de la crise Covid, mais plutôt du plan de développement 2025 qui est prévu, qui prévoit tous ces CHU et quelque part toutes les activités autour de ces CHU, dont les gaz médicaux. Et si tu peux témoigner donc en 2 mots de ta vision pratique de ce plan 2025 et des opportunités que ça peut représenter pour des gens qui sont dans l'infrastructure. Alors, merci Faiza, merci Pierre pour cette belle introduction en la matière. Donc, alors tout d'abord, permettez-moi de souhaiter bonjour à tout le monde. Alors, pour ce qui est de l'activité Air Liquide au Maroc, il faut juste rappeler que Air Liquide Maroc, c'est une filiale du groupe Air Liquide. Air Liquide qui est un leader international, il existe à travers 80 pays, donc 67 000 collaborateurs. Et je dirais plus que 3,7 millions de clients et de patients qui y sont servis chaque jour.
Donc voilà, donc le groupe Air Liquide, c'est un mastodonte je dirais, au milieu industriel, des gaz médicaux et de l'activité soudage. Alors, pour ce qui est d'Air Liquide Maroc, c'est une société, comme je le souligne toujours, c'est une dame centenaire qui existe depuis 1919 au Maroc. Et voilà, l'année dernière, donc, on a fêté nos 100 ans d'existence à travers une offre riche et diversifiée, que ce soit au milieu industriel, au niveau santé ou au niveau de l'activité welding. Donc, pour ce qui est de l'activité santé que je représente et que je connais très bien, donc l'activité santé, comme j'ai dit, donc nous sommes fournisseurs de gaz médicaux pour l'ensemble des structures hospitalières, que ce soit privées ou publiques. Nous sommes aussi fournisseurs de dispositifs médicaux, donc notamment dans le cadre soit de la dispensation de ces gaz médicaux, soit à travers de dispositifs médicaux spécifiques tels que les respirateurs de réanimation qui ont été sollicités lors de cette crise sanitaire. Après, donc, toutes ces structures hospitalières, bien sûr, tous ces équipements ont besoin de maintenance et donc nous avons une expertise technique à travers donc, des collaborateurs marocains formés localement à travers les différentes formations du groupe Air Liquide pour pouvoir maintenir tous ces équipements. Alors, juste pour parler en fait des opportunités aussi post-Covid-19, permettez-moi tout d'abord de rappeler ce qui a été si bien dit par Faiza au début lors de sa présentation. C'est que le Maroc, en d'autres termes, il a bien répondu de façon efficace. Donc, il y avait une sorte de gestion exemplaire par rapport à la crise Covid, ce qui a permis éventuellement, à travers une batterie de mesures, que ce soit sanitaires ou économiques, que je ne vais pas énumérer, qui ont été énumérées déjà par Faiza, de pouvoir avoir une réponse, je dirais, résiliente par rapport à cette épidémie. Et éventuellement, je rappellerai juste en fait deux axes majeurs. C'est en fait l'ensemble de ces hôpitaux de campagne, que ce soit militaires ou civils, qui ont été mis dans les grandes agglomérations pour pouvoir répondre éventuellement lors de ces crises de façon efficace au nombre de patients éventuels. Je rappellerai aussi en fait une action majeure qui a été en fait décidée le 25 mars par Sa Majesté le Roi, qui est le fait de créer ce fonds d'investissement pour pouvoir atténuer les répercussions sociales de la pandémie. Et en d'autres termes, aujourd'hui, après 101 jours de confinement, il faut rappeler que les indicateurs sont là. Donc, le Maroc ne dépasse pas 10 000 cas à peu près, soit 24,2 sur 100 000 habitants de taux de contamination. Il faut rappeler aussi que le taux de mortalité ne dépasse pas les 2,1% et que le taux de rémission dépasse largement les 81%. Donc, les indicateurs sont là et ça me permet de transiter et d'exprimer toute ma fierté à ce que Air Liquide Maroc ait contribué de façon, je dirais, active à ce que les hôpitaux publics et les cliniques, donc toute la structure, toute la chaîne hospitalière puissent en fait répondre en fait, efficacement à cette pandémie, soit à travers la fourniture et la continuité de fourniture de ces hôpitaux par des gaz médicaux, soit par l'augmentation de la capacité et la mise en service de plusieurs hôpitaux ou d'extension, notamment ces fameux hôpitaux de campagne qui ont été créés lors de cette pandémie. Il y a aussi le fait d'augmenter la capacité des hôpitaux existants pour répondre à la demande croissante en gaz médicaux. Et bien sûr, donc, toute l'expertise de l'équipe technique et des collaborateurs Air Liquide pour éventuellement soit la mise en service, soit la maintenance de dispositifs médicaux ou éventuellement de réseaux de fluides médicaux, donc communément appelés les systèmes de distribution de gaz médicaux. Alors voilà, donc je suis très fier d'être en fait un élément parmi cette organisation qui a pu éventuellement répondre à ce besoin. Maintenant, pour faire la transition avec les opportunités, comme ça a été si bien mentionné, donc au niveau des opportunités post-Covid, donc il faut rappeler donc les piliers en fait du plan stratégique 2025, pardon. Donc ce plan stratégique qui vise éventuellement à améliorer l'accès aux soins aux citoyens à travers la mise en place ou la rénovation de plusieurs structures hospitalières, renforcer éventuellement les plans nationaux de lutte contre les maladies. Donc, on a parlé de certaines maladies, notamment de longue durée, en oncologie, l'obésité, la nutrition, donc différentes maladies. Ensuite, il y a cet aspect-là qui est un axe qui n'est pas des moindres, qui est
le fait d'améliorer en fait la gouvernance et l'allocation des ressources. Donc tout ça fait en sorte qu'il y a un certain nombre d'opportunités qui s'annoncent, notamment en termes de création de structures hospitalières. Il faut rappeler qu'à l'horizon 2025, c'est pas moins que 5 CHU qui sont dans le pipeline, donc notamment de Tanger, Agadir, Laayoune et autres. Donc ces CHU éventuellement et la remise à niveau de certaines structures hospitalières existantes fait qu'il y aura tous les métiers qui gravitent autour de ces structures-là et leur construction, notamment l'équipement de ces hôpitaux-là, les fluides médicaux, tout ce qui est dispositif, l'architecture, gestion en fait, des déchets. Tout ça fait qu'il y aura un certain nombre de sociétés qui seront sollicitées et d'où en fait, le fait que l'expertise française peut être un atout majeur dans le développement et la construction de ces hôpitaux-là. Il faut rappeler que ces hôpitaux-là, bien sûr, ont besoin d'une maintenance. En fait, cette maintenance, en fait, dans le temps pour pouvoir les maintenir en bon état. Et donc, j'imagine aussi qu'un certain nombre de structures, un certain nombre d'entreprises françaises peuvent avoir une place de choix dans ce dispositif. Après, donc, sur l'ensemble, comme j'ai dit, des structures qui vont être inaugurées et qui vont être construites à horizon 2025, il y a un certain nombre d'atouts que je voudrais en fait mettre en exergue et qui ont été cités, je vais essayer de les rappeler. C'est exactement cette proximité avec l'Europe. Donc, nous sommes à 15 km de l'Espagne, à 2h30 des principales capitales européennes. Il y a aussi le fait qu'en fait, il y a une certaine connectivité qui a été améliorée durant ces années, donc notamment connectivité maritime, aérienne, terrestre, qui font en sorte que les sociétés françaises peuvent avoir une place de choix au sein de ce développement et en fait des opportunités que connaîtra le Maroc dans le domaine de la santé après cette crise sanitaire Covid-19. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que dans ce contexte, et comme ça a été signalé par mon ami Pierre, c'est en fait la réallocation de toutes ces activités en fait, et à la diminution de la chaîne de valeur qui font que éventuellement l'industrie de santé c'est-à-dire aura une place de choix, que ce soit à travers l'Europe, que ce soit éventuellement à travers une réallocation et le Maroc peut jouer un rôle primordial dans ce sens. Voilà, donc je pense que c'est ce que j'avais à dire sur le sujet, et puis je passerai la parole à mon ami Pierre. Merci beaucoup Ali de ce témoignage et félicitations à votre entreprise pour cette réactivité lors de la crise. Je comprends votre fierté. Maintenant, j'aimerais bien passer la parole à Monsieur Mehdi Berakat, qui est senior manager chez PricewaterhouseCoopers, donc PwC, qui est en charge d'accompagner la digitalisation du système de santé au Maroc. C'est un vaste sujet, mais donc votre société et vous particulièrement avez eu à travailler avec différents ministères au Maroc, mais également les bailleurs de fonds, dont l'AFD, si je ne me trompe pas, pour accompagner cette digitalisation et notamment donc de mettre le pied à l'étrier sur le plan 2025 dans lequel la digitalisation occupe une grande part. Donc Mehdi, si vous voulez bien, en fait, si vous pouvez nous éclairer, alors oui Mehdi, vous êtes connecté. Mehdi, si vous pouvez nous éclairer en fait sur la portée de ce projet qui est absolument colossal. Quand on n'est pas dans la partie, c'est vrai que quand on voit tous les points qui sont à travailler, c'est colossal, mais c'est en même temps absolument passionnant parce qu'on sait que c'est pas demain, c'est complètement aujourd'hui cette digitalisation. Et puis peut-être aussi nous éclairer de votre point de vue quel est le champ d'opportunité pour les sociétés qui travaillent dans ce domaine particulier. Donc Mehdi, c'est à vous. Merci Pierre. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Effectivement, le Maroc se lance, et particulièrement avec cette crise de Covid, dans un chantier de digitalisation complet, et particulièrement dans la santé. Alors, avant de commencer rapidement, 2-3 mots sur PwC. PwC est un cabinet de conseil et d'audit mondial, présent dans à peu près 150 pays dans le monde, avec 250 000 employés dans le monde. Au Maroc, c'est PwC France et Maghreb, et on intervient essentiellement sur des sujets de stratégie, de management et d'organisation.
Comme tu le disais, Pierre, on intervient avec un certain nombre d'administrations publiques dans leur stratégie publique et notamment sur le volet santé et protection sociale, où on accompagne les acteurs de la place, autant le ministère de l'Intérieur dans la mise en place de l'AID unique pour la distribution des aides que le ministère de la Santé ou l'Agence nationale d'assurance maladie. Alors, effectivement, alors on accompagne le ministère de la Santé dans la mise en place de sa feuille stratégique de santé numérique. Alors, l'idée est de décliner une cible de programme prioritaire sur 5 ans pour la mise en place de la digitalisation du système de soins au Maroc. C'est une déclinaison complète du plan 2025 qui, comme le rappelait Faiza tout à l'heure, met un gros focus sur la digitalisation, notamment avec la mise en place de la télémédecine, la mise en place également d'un dossier médical partagé, la mise en place de l'interopérabilité ou de systèmes intégrés au sein des hôpitaux. Et du coup, l'objectif, c'est de partir de cet ensemble de projets qui ont été définis dans le plan 2025 pour décliner une feuille de route stratégique sur 5 ans pour arriver à une digitalisation, on l'espère, complète du système de soins. Alors, 2-3 mots sur cette digitalisation. Elle consiste en réalité à définir et opérationnaliser les projets prioritaires sur différents strates du système de soins. Il y a une première strate qui va constituer un peu la strate infra ou infrastructure technique, où il s'agit de mettre en place l'ensemble des équipements réseau, des équipements informatiques, de mettre à niveau tous les hôpitaux avec des systèmes informatiques pour s'assurer qu'on a bien l'infrastructure sur laquelle va reposer demain les solutions de demain. On travaille également sur une deuxième strate qui est, on va dire, la strate de production de soins où la donnée dématérialisée est créée. Une fois qu'on a nos équipements, il s'agit de dématérialiser ces données qui aujourd'hui est essentiellement faite sur papier. On parle ici de l'accès administratif à l'hôpital, de l'admission, de la facturation, voire même de la prise en charge ou la prise de rendez-vous. Là-dessus, aujourd'hui, alors, il existe un certain nombre d'applications sur la place, mais c'est essentiellement physique. L'idée est de voir comment on peut dématérialiser ces strates-là. Une fois qu'on a mis en place la digitalisation de ces strates, on va passer à une couche qui est supérieure, qui est la couche d'échange ou la couche d'interopérabilité entre les systèmes. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'échanges, en tout cas de données entre les différents hôpitaux, ce qui empêche quelque part de mettre en place un dossier médical partagé ou d'avoir un identifiant patient, un dossier pharmaceutique. Même la télémédecine aujourd'hui a du mal à démarrer parce qu'il n'y a pas encore cette interopérabilité ou cet échange entre l'hôpital. Et du coup, l'idée, c'est de décliner un certain nombre de projets pour mettre en place cette feuille de route sur cette strate-là qui permettra de dématérialiser la donnée et d'échanger les informations entre les hôpitaux. Une fois ces différentes strates, alors je parlais de l'infrastructure technique, j'ai parlé également de la création de la donnée au moment de l'admission, j'ai parlé aussi de l'échange. Une fois qu'on a mis en place l'ensemble de ces projets, l'idée est de travailler sur plus une strate d'analyse de données pour pouvoir demain exploiter, valoriser la donnée qui est collectée pour des fins de veille, pour de la veille épidémiologique, quand on a vu le besoin récemment avec la crise du Covid où la valeur de la data ou de la donnée était très importante, notamment pour la remontée des indicateurs terrain sur la crise. Alors aujourd'hui, toutes ces strates dont j'ai parlé sont très peu informatisées. Il y a quelques expériences réussies, notamment dans les CHU de Fès, les CHU de Marrakech, notamment aussi dans les hôpitaux privés. Mais l'idée, c'est de travailler sur un plan global où on va pouvoir digitaliser tous ces points-là. En parallèle, on travaille bien sûr sur la gouvernance qui sera mise en place demain pour la santé numérique. Il s'agit d'avoir une gouvernance robuste parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dessus. Il y a aussi des sujets de protection de la donnée. Donc, l'idée, c'est de mettre en place une gouvernance qui va pouvoir suivre ces projets-là et être l'autorité de e-santé de demain. Et puis, en troisième axe, qui est plus un axe, on va dire, transverse, où il s'agit de catalyser cet écosystème santé numérique. Et c'est là où on va retrouver
quelque part le plus d'opportunités pour des startups, parce que l'idée est de faire émerger un écosystème numérique ou santé numérique au Maroc qui va impliquer l'ensemble des acteurs. Alors, ces travaux ont commencé il y a bien avant la crise, ils continuent bien évidemment, et on espère avoir une feuille de route qui est prête d'ici la fin de l'année, qui pourra être découlée en projet. Et c'est là où je reviens à ta question, Pierre, par rapport aux opportunités qu'il peut y avoir sur les différentes strates que j'ai expliquées. Il y aura forcément des opportunités. On parle de systèmes d'information pour les hôpitaux. On parle aussi de différentes applications au sein de l'hôpital, de la prise de rendez-vous jusqu'à l'accès aux soins spécialisés, ou aussi toute la partie, on va dire, BI ou Business Intelligence pour analyser la donnée qui est collectée et remonter les indicateurs. Il y a aussi des opportunités aussi par rapport à l'émergence globale d'un écosystème numérique, avec toutes les applications qu'on peut trouver ailleurs, où le Maroc va encourager cette émergence-là. Et c'est là où je vois essentiellement les plus grosses opportunités pour les entreprises. Voilà. Globalement... Merci beaucoup, Mehdi, pour ce témoignage. Je dois admettre, pour avoir vu le détail, parce que c'est vrai que en 10 minutes, c'est compliqué de présenter un sujet qui est aussi large, mais je dois dire que le projet en lui-même est extrêmement impressionnant, et de voir le nombre de chantiers qui ont démarré ou qui sont à démarrer laisse rêveur, j'allais dire, du point de vue de l'entreprise. C'est-à-dire que vraiment, il y a des projets à prendre pour accompagner le ministère et les différents intervenants qui travaillent aux côtés du ministère. Donc, en effet, énormément d'opportunités et une machine qui est bel et bien lancée vers cette digitalisation. Merci beaucoup, Mehdi, pour ce témoignage. Maintenant, on a parlé un peu de méga secteurs, d'infrastructures, on a parlé également de la santé et de la digitalisation. On va aller plus vers le secteur privé, voir comment, j'allais dire, le secteur privé se développe à la fois dans son marché intérieur et également, comme je le disais tout à l'heure, vers l'export. Et donc, pour cela, on va accueillir Madame Sophia Yassine, qui représente la société donc Mustang Workwear. Je crois que votre société a été particulièrement sollicitée lors de cette crise Covid, que vous avez montré une réactivité et une efficacité redoutables qui laissent extrêmement, j'allais dire, admiratif pour tout ce qui a été fait lors de cette crise, mais qui montre aussi, j'allais dire, tout l'intérêt peut-être de ce tissu industriel marocain et si vous voulez bien témoigner à la fois de cette expérience Covid, qui est un bon exemple, bonne illustration de votre efficacité et de ce qu'a pu faire le Maroc particulièrement, et également comment, sous votre œil industriel, vous voyez les opportunités que représente à la fois le marché intérieur et l'export. Oui, effectivement. Tout d'abord, merci à la Chambre de commerce française pour l'invitation. Je me présente, comme vous avez, je suis Sophia Yassine, chargée de développement des affaires de Mustang Workwear, qui est une société marocaine spécialisée dans la création et fabrication de vêtements de protection et de pays pour les métiers de risque. Depuis son établissement au Maroc en 1993, notre usine a évolué en fonction des demandes de l'industrie. Et donc, aujourd'hui, on produit 20 000 pièces par semaine pour tous les secteurs d'activité, santé, industrie, BTP, dont la moitié sont exportées vers l'Europe, ce qui représente 50% de notre chiffre d'affaires. Et nous avons la capacité de production qui est adaptée aux besoins de nos clients internationaux, surtout de vêtements EPI.
et que nous fabriquons et qui sont conformes aux normes européennes. Au Maroc, nous avons des partenariats avec des sociétés nationales et multinationales. Nous avons signé d'ailleurs récemment un contrat avec Air Liquide Maroc et Total Maroc pour leur fournir des tenues de protection. Ah, je pense qu'on a perdu la connexion avec, Madame Yacine. Je ne sais pas si vous nous entendez. Peut-être le temps… Ah, attendez. Sauf, Madame Yacine, si vous pouvez réactiver, je pense que votre micro a été arrêté. Donc, il faudrait réactiver le micro. On vous a perdu pendant quelques secondes. Oui, maintenant c'est bon. Voilà, parfait. On vous a récupéré perdu la connexion. Donc, je me suis arrêtée où parce que je me suis perdue. C'était donc je voulais partir. Juste avant la slide. Donc, c'était voilà, vous pouvez réentamer sur la slide que vous présentez. Mais on s'est arrêté où quand, c'est-à-dire pour les… J'ai commencé à parler de quand la crise a commencé du Covid ou parce que je parlais toute seule. Ok. Non. On vous a entendu quand même sur une partie et en effet, vous avez été coupé en milieu de phrase, mais ça, vous pouvez reprendre là-dessus. Donc, voilà. Le partenariat avec oui, avec Air Liquide, voilà, avec Total Maroc pour des tenues non-feu, puisque nous sommes spécialisés dans la fabrication des vêtements EPI. Et donc, j'espère que ça va nous permettre aussi d'établir d'autres partenariats avec des multinationales en France. Donc, quand la crise a commencé, bien sûr, nous étions obligés d'arrêter notre activité régulière qui est la fabrication des vêtements de protection et de pays, et qui est notre corps de métier. Et la direction générale a décidé donc de nous joindre à l'effort national, d'apporter notre expertise comme spécialiste de la protection dans le milieu de travail. Et nous avons reconverti notre production habituelle pour fabriquer des masques de protection en tissu. Donc, d'ailleurs, Muston a été parmi les sociétés marocaines, les premières sociétés marocaines certifiées par Imanor pour la fabrication du masque. Nous avons commencé par 10 000 unités par jour et nous avons augmenté notre capacité de production. Et par la suite, nous avons créé aussi un masque en tissu selon les normes françaises AFNOR, testé DGA, que nous avons pu exporter en France, en Espagne, en Belgique et que nous exportons toujours. Donc, c'était une opportunité justement. Nous avons été bien sollicités pour la fabrication des masques en tissu réutilisable. Et donc, la crise du Covid, justement, je pense que la crise a obligé de nombreuses entreprises, l'ensemble des secteurs, au fait, à repenser et à transformer leur modèle de chaîne d'approvisionnement mondial. Donc, c'est une évidence que tout le monde a découvert les défaillances des chaînes d'approvisionnement. D'ailleurs, une étude réalisée par Agile Bayer a noté que depuis le Covid-19, un quart des entreprises françaises envisagent de relocaliser une partie de leur achat en France ou en Europe pour sécuriser leur approvisionnement et limiter leur impact environnemental, alors qu'ils étaient que 16% au début d'année 2020. Donc, cette opportunité qui se présente aujourd'hui à l'export en raison de la réorganisation des chaînes d'approvisionnement textile mondiales suite à la crise du Covid-19. D'ailleurs, nous observons déjà chez nos clients européens et
qu'ils ont une volonté de réduire la dépendance au sourcing asiatique en faveur d'un sourcing de proximité permettant plus de flexibilité et une meilleure gestion de leur stock. Et nous l'avons démontré durant la crise pour les masques, du Maroc en France, c'était 3-4 jours pour l'export, pour que le client final puisse avoir le stock, alors que d'autres pays asiatiques, il fallait attendre 30 jours, 35 jours. Donc, j'espère que cette crise va nous permettre d'élargir nos partenaires en Europe. Nous disposons des je crains qu'on vous ait encore perdu. Je ne sais pas si les autres personnes entendent l'intervention. Madame Yacine, je pense qu'on a perdu la connexion au niveau du son. Désolé pour cela encore. Donc, il faudrait éteindre et rallumer votre micro, je pense. On vous en veut. Essayez de le rallumer. Voilà. Est-ce qu'on vous entend? Un problème. Ouais, bon, il y a un petit problème de connexion. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous déconnecter et de vous reconnecter. Et dans l'entre-deux, je vous redonnerai la parole juste après, hein, pour finir, bien entendu, votre intervention. Mais ça vous donne le temps de faire tranquillement la déconnexion et la reconnexion. Hein. Si ça vous ennuie pas, je pense que ça sera le mieux. Donc, éteignez la réunion et rejoignez-nous juste après. Hein, donc, dans l'entre-deux, si vous voulez bien, je vais prendre à ce moment-là le relais pour placer également dans le secteur privé et dans l'illustration du marché intérieur et également de l'export, hein, sous l'aspect plus pharmaceutique. Hein. Donc, en termes de marché pharmaceutique, hein, le Maroc, marché intérieur, est un marché qui est intéressant, hein, qui fait à peu près 1,5 milliard de dollars, voilà, de chiffres entre le privé et le public, et puis qui évolue tous les ans, puisque le budget a évolué de 14%, hein, cette année, comme Faiza a pu vous le présenter en introduction. On reste néanmoins donc sur un taux d'investissement dans le domaine de la santé qui est inférieur à celui recommandé par l'OMS. Hein, et donc, j'allais dire, ça démontre toute l'opportunité qu'il y a, hein, avec une augmentation des budgets de la santé. Attendez, je vois que Madame Yacine est encore connectée. Je ne sais pas si votre son marche. Je pense qu'il faut que vous vous déconnectiez de la réunion et que vous rallumiez, que vous refassiez le lien pour qu'on récupère en fait le son de votre ordinateur. Pardon. Donc oui, donc je disais, hein, un investissement qui doit atteindre, selon les recommandations de l'OMS, 11%, mais qui est une des principales croissances en termes d'investissement par le gouvernement au niveau du Maroc. Et pour illustrer ce développement, j'aime bien prendre l'exemple de l'oncologie, hein, donc du traitement du cancer, qui en 10 ans de temps a eu une véritable transformation, hein, puisqu'on partait d'un centre référent pour diagnostiquer et traiter l'oncologie, et aujourd'hui une quinzaine de centres référents, plusieurs centaines de médecins oncologues ou radiothérapeutes pour la prise en charge, mais également une sensibilisation de la population sur la prévention et sur le diagnostic. Et donc, un système qui a été largement pris en charge et promu, entre autres, par la Fondation La Salma, qui montre cette dynamique, hein, qui, en 10 ans de temps, transforme complètement le paysage du médicament. Et cette même dynamique est en train d'apparaître sur le reste de l'industrie, avec un enjeu fort qui est celui de l'accès aux médicaments et aux traitements. Et pour cela, pour accompagner, c'est vrai que l'ensemble des éléments de la chaîne de santé sont sollicités. Hein, on l'a vu avec l'exemple de l'infrastructure, des services et des équipements de l'infrastructure, mais au niveau des sociétés privées, c'était également le cas.
Deuxième aspect qui me paraît intéressant dans le domaine du médicament, c'est celui de l'export, donc qui aujourd'hui, en fin de compte, j'ai envie de dire, est sous-exploité, mais avec des opportunités qui sont celles de l'ouverture vers l'Afrique, on en a parlé tout à l'heure, celle de la proximité de l'Europe, on vient de le voir à l'instant, et avec un tissu industriel qui est moderne, qui est tout à fait aux normes, qui nécessite en effet d'être adossé à des clients qui portent les dossiers d'autorisation de mise sur le marché, qui permettent d'accréditer ces centres de fabrication, mais un outil qui est mis à disposition et qui est aux normes pour pouvoir exporter. Donc aujourd'hui, il y a une véritable opportunité. Le Maroc exporte 1 milliard de dirhams, c'est-à-dire à peu près 100 millions d'euros simplement de sa production de médicaments. Le potentiel est là, les capacités d'usine sont là, donc c'est définitivement un autre segment qui est à explorer. Enfin, le troisième secteur d'activité lié aux médicaments et qui est également source d'opportunités, c'est celui de la recherche et du développement, et qui là, en fait, est totalement à monter, avec une formidable opportunité qui est celle, en fin de compte, du changement de la législation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tissu légal aujourd'hui pour accompagner la recherche, et notamment les études cliniques. Cette législation est en train d'évoluer. On en est à une phase quasiment finale pour la signature des articles de loi ou des textes d'application qui permettront en effet de cadrer très strictement et aux normes internationales la recherche clinique. Et quand on pense à la recherche clinique et aux industries qui accompagnent et des services qui accompagnent ce segment-là, c'est là aussi un tissu formidable de développement. Donc, quand on parle d'études cliniques, on parle des CRO, des Clinical Research Organizations, qui vont mener avec eux des professionnels, qu'ils soient médecins, qui soient accompagnateurs de l'étude clinique, les ARC, notamment les assistants de recherche clinique. Également, ça accompagne des systèmes de formation qui vont devoir former les personnes qui vont travailler dans ces centres. Et par exemple, pas la fondation, mais l'université Mohamed VI de Casa a déjà monté un programme de formation des assistants de recherche clinique. Même si la loi n'est pas encore promulguée, tout le monde se prépare pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Et donc, ça sera un champ intéressant d'investissement, à la fois pour l'implantation des structures, mais également pour les sociétés pharmaceutiques qui souhaiteront intégrer le Maroc dans leurs plans de développement internationaux, puisque la recherche ne se fait pas que dans un endroit, elle est splittée partout dans le monde. Et donc, le Maroc, aujourd'hui, pourra s'inscrire en fait dans ce circuit des experts et des centres référents pour accueillir la recherche et le développement. Voilà, 3 secteurs qui, dans le domaine de la pharmacie, sont intéressants. Alors, je ne sais pas si on a récupéré Madame Yacine, au niveau du son. Est-ce que, apparemment, vous nous entendez, mais est-ce que oui, je vous voilà, entends. on vous a... Désolé de vous être passé devant pour ma présentation, mais comme on n'avait pas le son, comme ça permet de revenir à votre présentation. Et donc, j'en étais où? Je suis désolée. Parce que... En tout cas, on était à cette image-là. Donc, c'était dans l'activité. Donc, vous parliez également du marché intérieur et de l'export. Oui, donc je ne sais pas si j'ai… De rapatrier les activités d'Asie et notamment donc, une opportunité pour le Maroc du fait de sa proximité. Exactement. Pour nous, c'est une opportunité parce que, voilà, comme je vous ai dit, on le sent déjà chez nos clients européens qu'il y a une volonté comme j'ai dit tout à l'heure, de réduire la dépendance du sourcing asiatique en faveur d'un sourcing de proximité. Donc, nous disposons des atouts nécessaires pour apporter aux donneurs d'ordre des solutions et la valeur ajoutée qu'ils cherchent aujourd'hui. Le Maroc et la France, c'est à la proximité. Pour l'export, c'est 4-5 jours. Voilà, et c'était le cas durant la crise du Covid pour les masques qu'on a exportés.
Et donc, j'espère qu'il y aura pas mal de partenaires qui voudront développer avec nous leur gamme de vêtements de protection et de pays selon leur cahier de charge, parce que nous avons un service complet depuis on fait la création, la fabrication jusqu'au produit final selon les besoins des clients. Absolument. En tout cas, vraiment, nos félicitations pour la réactivité et le professionnalisme avec lequel vous avez traité cette situation de la crise Covid, où vous avez dû, j'allais dire, transformer quelque part presque l'outil industriel, et ce très rapidement, pour fournir d'abord le marché national et puis ensuite, j'allais dire, l'export. Hein. C'est un exemple dont vous pouvez, comme dans le cas de Air Liquide, être très fier. En tout cas, on est très fiers pour vous et on doit vous en remercier. Merci. En fait, c'est notre cœur de métier. On est dans la protection au milieu de travail. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu. On a d'abord justement, on a fabriqué pour le Maroc selon les normes. Et puis après, on a fait le nécessaire pour l'export. Et pour Air Liquide, bon, maintenant, on est partenaire. Excellent. Mais écoutez, je suis très content pour vous. Voilà en quatre exemples, j'espère qu'on a pu illustrer à différents domaines, dans le domaine de la santé, des opportunités que pouvait représenter le Maroc, à la fois sur son marché intérieur, à la fois sous des aspects qui sont ceux du plan 2025, donc mené par l'État marocain, et puis du point de vue du secteur privé, à la fois sur son marché intérieur et également sur l'export. J'espère qu'on a pu, au travers de ces quatre exemples, donner un petit aperçu, un petit amuse-bouche, j'ai envie de dire, de la dynamique du marché de la santé. Faiza, je vous repasse la parole pour la conclusion peut-être et les questions s'il y en a. Oui, merci à tous. Merci pour toutes ces interventions effectivement très nécessaires qui, j'espère, ont répondu à un certain nombre de questions des auditeurs. Alors, on n'aura pas beaucoup de temps pour les questions. Malheureusement, il ne reste plus que 3 minutes. Peut-être une sur, effectivement, alors, bizarrement, on nous a demandé s'il y avait des relations privilégiées avec des structures suisses et notamment dans le domaine de l'oncologie. Je ne sais pas si un des intervenants peut répondre à cette question. Sur le fait d'avoir des relations avec les structures suisses, pas directement, au travers de la réunion qu'on a ici, c'est plutôt, j'allais dire, des institutions françaises dont on est proche. Après, l'oncologie, la Suisse, c'est vrai qu'on a 2 laboratoires qui travaillent dans ce domaine-là, Roche et Novartis, qu'on connaît bien dans le domaine de la pharmacie, si c'était la question. Mais en tout cas, bon, si la personne souhaite un contact particulier, on se fera plaisir de la mettre en contact si on connaît bien entendu les personnes. Moi, j'avais une petite question parce que, en fait, on l'a abordé très, très rapidement, mais c'est une question absolument clé. Vous savez, il y a toujours la question d'un plan de développement et puis après, on va dire quels sont les moyens que l'on a. Donc, c'est une question pour Mehdi. J'avais une question. Est-ce que tout ce beau projet de digitalisation, est-ce qu'il est accompagné de financement? Oui, complètement, Pierre. Tu as raison. Le Maroc lance un certain nombre de projets. Il faut qu'il aille à la recherche des financements de ces projets-là. Donc, il y a une partie qui est financée par le budget de l'État, bien évidemment, et une autre partie qui est plutôt conséquente, qui est financée par les bailleurs de fonds. Alors, en termes de bailleurs de fonds, on va retrouver bien entendu l'AFD, donc l'Agence française de développement. Il y a également la Banque mondiale qui va financer un certain nombre de sujets sur la protection sociale, donc qui vont concerner la santé. La BAD, la Banque africaine de développement, finance également des sujets sur la e-santé. Alors, ces 3 acteurs-là, essentiellement, vont financer la e-santé. Maintenant, plus largement, les autres bailleurs de fonds que citait Faiza tout à l'heure, comme la BEI, la Banque européenne de développement, financent également des sujets santé, d'infrastructures. La BIRD également, qui est la Banque européenne de développement, finance des infrastructures hospitalières. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors on le dit souvent, le numérique a été la première barrière contre le Covid. Et du coup, le financement des sujets de digitalisation, que ce soit dans la santé ou ailleurs,
se sont démultipliés. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine de la santé où aujourd'hui, on l'a vu avec le plan 2025, le budget de la santé a énormément augmenté. Le budget de la e-santé, lui, va encore se démultiplier par 100. On parlait avant d'à peu près 0,17% du budget qui sont dédiés à la e-santé. Là, on est plus sur des fourchettes de 2 à 3%. Et ce qui veut dire que les financements seront là. Les bailleurs de fonds veulent tous financer ces sujets e-santé. Et c'est là où viennent, pour faire le lien avec l'objet de la conférence, c'est là d'où viennent les opportunités, parce qu'aujourd'hui, l'argent va venir, les projets sont là, faut les mettre en place. Exact. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Faiza, je ne sais pas si on a encore du temps pour une autre question. Non, on est déjà malheureusement à 16h pile, donc on va respecter le timing. Juste vous prévenir, donc remercier encore tout le monde, tous nos auditeurs, nos intervenants de qualité, nos experts. Merci d'avoir répondu présent et d'avoir répondu effectivement à nos questionnements. Merci à Pierre, le président du Club Santé, d'avoir été présent et de valoriser l'offre française sur le territoire marocain. Un dernier contact à vous transmettre sur cette slide, puisque c'est Nadia Dabi chez nous qui est l'experte santé au sein de la Chambre française. Donc, n'hésitez surtout pas à la contacter. Elle pourra vous mettre en relation avec nos intervenants et avec toute autre entreprise marocaine que vous souhaitez. Donc, merci encore à tous de votre participation. Ce webinaire a été enregistré, donc on le renverra à tout le monde avec la présentation par email et puis on espère que vous pourrez la repartager. Et pour ceux qui ont posé pas mal de questions, parce qu'on n'a pas eu assez de temps, on vous répondra par écrit sans aucun problème, avec grand plaisir. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci.